Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de WeLeap qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. WeLeap, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Araou, expert comptable et ancien président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Philippe est engagé depuis de nombreuses années dans les instances aussi bien nationales qu'internationales et a une très bonne maîtrise du sujet du numérique dans la profession, dont il est devenu l'un des porte-parole ces dernières années. Il nous partage son expérience et sa vision de la profession. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Philippe. Bonjour Théo. Et merci de participer au podcast de WeLeap, la tech dans le cab. Merci de m'avoir invité, c'est sympa. Avec grand plaisir. Alors Philippe, l'idée de notre échange est de découvrir ton parcours d'expert comptable et d'homme engagé dans la profession et aussi dans la digitalisation du secteur grâce à tes divers postes. Mais d'abord Philippe, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je me présente, oui, avec plaisir. Je suis expert comptable. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Pour moi, c'est une profession, c'est un métier, mais c'est aussi un engagement dans la société, c'est aussi une formation. En réalité, c'est beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'ai rêvé à un moment de ce statut. Et que j'ai cherché à avoir ce diplôme d'État, alors un peu sur le tard parce que j'avais commencé par d'autres activités. Et puis j'ai vu ce qu'était un expert comptable, son rôle, sa place auprès des entreprises, et ça m'a fait envie. Et donc pour moi c'était clair, c'était avoir le diplôme pour créer mon cabinet et être en indépendant, en réalité pour être chef d'entreprise. Je crois pouvoir aussi me définir comme chef d'entreprise parce que j'ai ce goût de l'entreprise, ce goût d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dès que j'ai eu mon diplôme. J'ai un parcours un peu atypique. Je suis frontalier de l'Espagne ou pas loin. Mon cabinet est à Pau. Et dès que j'ai eu mon diplôme, je suis parti en Espagne parce que c'était le moment où l'Espagne entrait dans l'Union européenne en 85, 86. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai pensé que ce serait bien d'accompagner des Français dans un pays que je connaissais, mais plus pour des questions de loisirs que professionnels. Donc, personne ne m'attendait, je connaissais personne, mais je suis parti avec ce goût de l'aventure. Et donc, ça m'a tout de suite mis dans le bain de l'entreprise et j'ai développé cette activité. Ensuite, je suis revenu en France et j'ai partagé mon temps entre les deux pays et je suis devenu petit à petit le spécialiste des relations entre la France et l'Espagne pour les PME en tout cas, avec une clientèle française en Espagne et espagnole en France. Voilà comment j'ai démarré ma vie professionnelle. C'est ça, parce que le cabinet que tu gères, il est entre Pau et Barcelone. Hein. Oui, voilà. Dans chaque ville. Et puis Bayonne aussi. Donc, cabinet qui a démarré donc il y a un peu plus de 30 ans maintenant et qui s'est développé petit à petit puisque je suis parti from scratch, disaient les jeunes, avec un développement qui s'est fait sur le fil, au fil de l'eau. Et puis là aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de personnes du côté français, une quinzaine du côté espagnol. C'est une activité ensuite qui s'adresse aussi aux entreprises françaises. Je ne fais pas que travailler pour des Espagnols en France, et donc on a développé notre activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes dans le sud-ouest de la France, et puis à Paris aussi, à Paris où j'ai fini par ouvrir un cabinet parce que j'y étais beaucoup et j'y étais pour des engagements dans la profession. Donc ça, c'est la deuxième volet de mon activité, des engagements que j'avais pris d'abord par un syndicat, en adhérant à un syndicat, mais en étant aussi disponible pour contribuer. Et donc j'allais régulièrement à Paris et puis j'ai fini par développer une petite clientèle. Là aujourd'hui, j'ai 5 personnes à Paris qui travaillent avec moi. Donc c'est une démarche
de chef d'entreprise qui va de l'avant et Totalement. qui s'adapte à son environnement. Mhm. Donc tout ça m'a amené à assumer des responsabilités que j'ai assumées avec grand plaisir. Et dans Alors justement, pourquoi t'être engagé? Et alors, à quel moment t'as commencé à t'engager avec des responsabilités justement, écoute, et pourquoi le faire? Ouais, je veux dire, en réalité, moi, j'ai besoin de comprendre les choses et de savoir dans quoi je m'engage et ce à quoi ça sert. Et quand j'ai adhéré à l'ordre, je connaissais pas du tout, donc inscrit à l'ordre, parce qu'on n'a pas le choix, c'est obligatoire. J'ai voulu comprendre ce qu'était cette institution et comment elle fonctionnait. Et très vite, je suis peut-être pas la première année, mais la deuxième année, je suis allé assister au congrès de l'ordre. C'était le congrès de Saint-Malo à l'époque. Et là, je vois passer des ministres. Il y avait Madeleine à l'époque, il y avait Sarkozy qui devait être, je sais pas, déjà là, au budget peut-être, déjà là, ouais. Et ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, oulala, il se passe des choses sérieuses. c'est du lourd, là. C'est d'un très bon niveau. Et ça m'a emballé et ça m'a donné envie de participer à ce niveau-là d'implication de la profession dans sa relation avec une tutelle, puisque c'est une profession sous tutelle, et donc de contribuer à ce qu'était l'échange à l'intérieur de la profession. C'est pas simplement payer une cotisation pour avoir le droit d'exercer. C'est dès le début, j'ai eu envie de participer. C'est peut-être un petit défaut quand je m'engage dans quelque chose, je le fais pas à moitié. Quand je suis adhérent d'une association, il faut très vite que j'y fasse quelque chose, quoi. Donc bon, ça c'est peut-être ma particularité. C'est à la fois et donc une force et un défaut. Voilà. Je me suis bien engagé dans le syndicat pour y assumer des responsabilités. C'est le CF quand tu parles du syndicat. Le CF, voilà, expert comptable de France. Au départ sur les questions internationales par mon expérience espagnole, et puis bien au-delà, et puis voilà, engagement, et à force de la ramener, comme on dit entre guillemets, faire des propositions, mais on se retrouve vite avec des responsabilités. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Et donc je suis petit à petit arrivé jusqu'à la présidence de ce syndicat. C'était en 2008. Et là, dans les mois qui ont suivi, il y avait une campagne électorale qui était engagée. Pour la première fois de l'histoire de la profession, ce syndicat est devenu majoritaire à l'ordre des experts comptables. Et nous sommes devenus donc la force qui était majoritaire et donc qui a dirigé le Conseil de l'ordre. C'était une grande première, ça ne s'était jamais vu. Voilà, et puis donc ça m'a amené à exercer des responsabilités au sein du Conseil supérieur avec une progression là aussi. J'ai été élu 8 ans et puis à la fin, c'est la 7e et 8e année, j'en ai assumé la présidence. C'était de mars 2015 à mars 2017. C'est ça. Exactement. Voilà, donc je suis passé par un peu tous les échelons de la profession dans les instances des experts comptables, des commissaires aux comptes aussi, parce que là je suis allé très vite, mais j'ai eu des responsabilités chez les commissaires aux comptes. Donc je connais bien tout ce qu'est ce microcosme des instances professionnelles. Et tout ça en parallèle de mon cabinet et de mon activité personnelle. Donc j'ai toujours trouvé un équilibre entre les deux, et je me suis toujours nourri des deux, parce que tout ce qui est engagement au service des instances, c'est du bénévolat. Donc ça veut dire du temps que l'on prend sur son activité professionnelle, sur sa vie de famille et le reste. Et donc c'est un choix, mais c'est du bénévolat. Et pendant que d'autres se concentrent sur leur cabinet, il y en a quelques-uns qui donnent de leur temps pour la collectivité. Et moi, ça aussi, c'est une particularité de ma personne. Voilà. Ok. Et justement, parce que donc c'est à partir et après la présidence de l'ECF que tu étais déjà engagé dans beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur les 10 dernières années, tu as été
voilà, président de beaucoup d'instances, aussi bien en France qu'à l'international. Et alors, tu l'as un petit peu dit, mais c'est vrai que cet engagement, c'est pourquoi? C'est pour faire bouger les lignes ou pas forcément, parce que pour toi, elles sont déjà bien en place. Qu'est-ce qui fait que, aussi au niveau international, alors tu l'as un petit peu dit, le fait d'être palois et d'avoir la frontière espagnole à proximité, ça joue, j'imagine. Et on parlera aussi là, en tant que président du comité d'intégration de Latine Europa America depuis le début de l'année dernière. Voilà, j'imagine que tu as un attrait pour ces pays hispanophones. Mais donc voilà, cet engagement, voilà, c'est quoi? C'est pour faire effectivement bouger les lignes ou pour une continuité, comme tu disais, ou c'est juste que tu te sens obligé, entre guillemets, de t'engager? Alors, obligé de m'engager, non, parce que il faut qu'il y ait une adhésion, il faut qu'il y ait une attirance et une envie. Donc, ça, c'est le moteur. Mais par contre, moi, ceux qui me connaissent le savent, je suis pas quelqu'un qui se contente de gérer les affaires courantes, comme on dit. Moi, si je m'implique, c'est pour faire bouger les choses, comme tu dis. C'est pour faire évoluer, c'est pour venir avec des projets, c'est pour aller de l'avant, c'est pour construire. Moi, mon exercice favori, c'est la feuille blanche, quoi. Je partir de zéro et on y va, on fonce. Donc c'est mon côté entrepreneur et dans des structures associatives ou institutionnelles comme ça, c'est la même chose. Avec une motivation et avec des idées, on arrive à faire bouger les choses. Et j'ai ce côté, comment le dire, réformateur, c'est-à-dire vouloir aller de l'avant, vouloir faire évoluer les choses. Moi, j'ai une devise dans ma vie. Alors, elle est pas de moi, hein, c'est Dieu comme le monde. Ma devise, c'est tout change. Tout change. En 2 mots, c'est très clean. C'est beau, c'est facile à retenir. Quand on comprend ça et quand on l'intègre dans son quotidien, eh bien, on y met une dynamique, on y met de la vie et ça dans les organisations aussi. Et j'ai envie de dire, même pour des experts comptables. Et oui, parce que l'image et la culture de l'expertise comptable, c'est quand même très conservateur quelque part. C'est très orienté sur le passé plus que sur l'avenir. C'est ce qu'a été l'histoire de la profession jusque-là. Et je pense que justement, c'est en train de changer. Et que notre avenir, on en reparlera tout à l'heure sûrement, est davantage fait de regarder devant plutôt que derrière. Et donc, les choses changent et il faut savoir se mettre dans cette dynamique de mouvement et c'est ce qui me passionne. Ouais, bon ben parfait. Et j'ai parlé de ton engagement, bon on l'a compris, je me très engagé. Il y a aussi un élément intéressant, c'est t'as été rapporteur du congrès en 2012 et sur l'expert comptable entrepreneur. Je trouve que c'est 3 mots, mais effectivement ce sont 3 mots quand même qui vont très bien ensemble pour le coup. Et t'en es un bon exemple. Comment ça s'est passé et comment aussi ta proximité après avec des membres du gouvernement aussi, hein, on peut le dire. Comment tu l'as vécu et ouais, t'as apporté clairement ta pierre à l'édifice à la profession, mais voilà, comment ça s'est passé? C'est vrai qu'à partir de là, ton engagement aussi, comme je disais, c'est encore plus accéléré, j'imagine. Enfin, tu le diras mieux que moi. Mais voilà, même le fait de représenter la France au bord de l'IFAC, voilà, t'as vraiment ce côté français, bien ancré dans les instances françaises, en même temps représenté et voir ce qui se passe à l'étranger aussi, quoi. Donc, est-ce que ça, tu peux nous en parler? Oui, alors comment ça se passe? Il faut savoir comment fonctionnent les organisations. 2012, donc effectivement, j'étais rapporteur du congrès, ce qui veut dire que fin 2011, on commence déjà à réfléchir au congrès l'année suivante, et puis ça, entre guillemets, ça me tombe dessus, mais pas par hasard, c'est que j'étais volontaire, hein, en me disant bon, mais le rapporteur l'année prochaine, c'est toi. Ok, merci les gars. Et là, je repars sur la feuille blanche dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est moi qui ai proposé ce thème, l'expert comptable entrepreneur, alors que c'était pas du tout d'actualité. J'ai pensé que la profession avait besoin de cet éclairage-là, c'est-à-dire voir le cabinet comme une entreprise. Et on est allé loin, puisque on avait développé un axe très fort avec le marketing, pour le marketing de la profession, développé d'ailleurs avec
la collaboration d'une entreprise bordelaise, Chertéo, hein, Calixel, c'est Pascal Viau qui avait apporté sa contribution. Et donc, on a écrit le guide du marketing de l'expert comptable. Et ça a été une révolution parce que jusque-là, on n'osait pas aborder ces thèmes. On était dans une déontologie qui nous contraignait, on a eu cette culture de ne pas communiquer, de ne pas aller vers l'extérieur. Mais les textes avaient évolué sous l'influence de l'Europe d'ailleurs, il faut le dire, avec la levée de l'interdiction de publicité individuelle. Donc, il fallait préparer la profession et les experts comptables à ce rendez-vous, j'ai envie de dire, de la communication et de la démarche vers son marché. Donc, on a, et ça en le faisant dans le cadre des règles déontologiques, parce qu'il y a quand même des règles à respecter, notamment de confraternité. Donc, un volet très fort sur le marketing, un volet sur la stratégie. Quelle stratégie mettre en œuvre, alors que jusque-là, un expert comptable ne se posait jamais la question il vissait la plaque et puis ça y est, tout le monde savait ce qu'il faisait, quoi. Ben non. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plus ça. Il faut savoir si on a une spécialisation, si on veut s'orienter sur un marché particulier, il faut y mettre des moyens. En fait, comme nos clients. Et on a fait que adapter à la réalité des cabinets, ce qu'est une démarche d'entreprise et de développement d'entreprise. Donc ça a été un congrès très fort, 2012. Alors j'ai adoré. Enfin, l'expérience était très enrichissante. Ça a permis de rencontrer énormément de gens. Ça a eu un bon succès. Et puis, alors oui, tu parles des relations avec les pouvoirs publics. C'est ce qui est passionnant dans le cadre du mandat du Conseil supérieur, c'est que on est directement en relation avec la tutelle, puisque nous sommes sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Ouais. Et donc une relation forte qui se manifeste et qui se montre au moment du congrès, qui est le grand rendez-vous annuel. Et là, en général, on a des ministres qui viennent et on a des relations un peu particulières où on prépare un projet, on fait passer un message, on regarde quels sont les thèmes d'actualité qui vont dans le sens de l'un et de l'autre, c'est-à-dire du gouvernement avec des projets en cours et puis de la profession avec ses sujets d'évolution. Donc le congrès est un moment très important. Et donc là, on parlait de 2012. Celui qui a été qui m'a marqué moi beaucoup, c'est 2015. Quand j'étais président de l'ordre, parce que là, le sujet, c'était le numérique, avec un engagement très fort qui a été pris. Ça a été le premier pas, on va dire, d'un axe décisif pour la profession. Donc, 2015. Justement, pourquoi t'as voulu, enfin, se lancer dans le numérique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Est-ce que c'était parce que tu sentais que la profession était en retard à ce niveau-là? Est-ce que c'était parce que justement, avec cette expérience internationale, tu voyais d'autres pays qui étaient en avance par rapport à nous, ou pas d'ailleurs? Mais qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Oh, c'est l'actualité. C'est donc ton premier item là. Oui, c'est tout ce que je voyais autour, tout ce qui ça m'a frappé. Enfin, quand on est président de l'ordre, on a énormément de rencontres, de contacts, d'échanges. C'est un mandat qui est passionnant. C'est vraiment très enrichissant. Et là, j'ai quand même eu je vais pas dire un choc, mais j'ai une prise de conscience par rapport à ce qui était en train de se passer dans l'économie en général et dans notre société, et de façon très, comment dire, objective et intime. Je dis, mais bon sang, cette profession peut rater le train, là. Attention, s'il y a un train qui est lancé, qui est à toute vitesse, il faut absolument monter dedans. Il faut pas louper ça. Et donc il y a eu cette volonté, alors partagée, quand je parle de ce rôle de président, c'est une équipe, c'est une équipe avec moi, c'est un ensemble d'élus, donc c'est du collectif qui est mis en œuvre, et donc on s'est mobilisé pour faire un congrès sur le sujet du numérique qui a eu un succès énorme. Ça a été la première fois on a atteint un chiffre de 6000 congressistes, et ça posait des problèmes d'ailleurs au Palais des Congrès de la Porte-Maillot, parce qu'on se demandait comment on allait faire. Les pompiers étaient très inquiets. On a dépassé le chiffre de 6000 congressistes, et on a eu la présence du Premier ministre Emmanuel Valls, qui est très exceptionnel et qui a été à l'honneur de la profession. Bref, un très gros impact. Et
Et puis, à partir de cette expérience, bien forcément, le numérique, on n'allait pas l'arrêter à simplement un congrès de 3 jours. Donc, il y a eu une action forte par la suite, qui m'a d'ailleurs amené l'année suivante à écrire un livre sur le sujet. Qui a été diffusé à tout, l'expert comptable numérique qui avait été préfacé par un dénommé Emmanuel Macron à l'époque où il était entre Bercy et sa compagne, c'est-à-dire depuis septembre 2016. Et ce livre a permis de toucher toutes les personnes, parce qu'au départ, j'avais choisi un format digital pour rester dans la modernité de la thématique, évidemment. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que c'était pas le bon vecteur. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de toucher ceux qui n'étaient pas dans le digital. Et la meilleure façon, c'était de le faire de façon traditionnelle, de passer la porte. Il fallait rentrer dans les chaumières là pour aller porter la bonne nouvelle. Et donc, ça a été la rédaction de ce livre. Et donc, je me suis engagé sur ce sujet avec passion, et je l'ai porté aussi à l'échelle internationale, cet engagement sur le numérique. Et quand j'ai été élu au board de l'IFAC, donc l'organisation mondiale, la fédération mondiale, là c'est pareil, c'était fin 2016, on est toujours dans la même période. J'ai suggéré, on revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'était pas pour faire de la figuration, donc tout de suite je me suis étonné qu'il n'y ait pas d'action sur le numérique, et donc j'ai suggéré la création d'une commission dont on m'a accordé la présidence, et ça m'a permis de traiter ce sujet de la transformation des cabinets à l'échelle mondiale. Bon, je pourrais en parler pendant des heures. J'en doute pas un seul instant. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est comment ça se passait un peu ailleurs, pour le coup. Est-ce que, mais tu viens de le dire, au final, c'était à peu près la même chose dans les autres pays. Sur entre guillemets retard sur le numérique. Ce qui m'a marqué, et puis fait plaisir aussi, c'est que j'ai pu constater qu'on n'était pas forcément les plus mauvais en France. D'accord. Et que quand on parlait de numérique, on savait quand même un petit peu de quoi on parlait, et que les autres n'étaient pas forcément à un même niveau d'évolution et de pratique, ce qui a permis de traiter du sujet. J'ai plus le compteur en chiffres, mais j'ai dû faire quelque chose comme 60 conférences dans des pays différents. Alors, faut dire que je parle couramment l'espagnol et l'anglais, et donc dans plusieurs continents, je suis intervenu pour parler de la transformation digitale de la profession. Et là, je pouvais constater que ce partage d'expérience de la profession française intéressait, parce que nos confrères d'autres pays n'étaient pas forcément à ce même niveau d'évolution. Ok, d'accord. Donc on n'est pas mauvais. Génial, ouais. Et comment tu l'analyses un petit peu, cette évolution sur les dernières années? Est-ce que tu trouves que la profession l'accepte plutôt bien, cette transformation et cette numérisation du secteur, ou il y a encore toujours quelques vaillants Gaulois, quelques réticents peut-être sur le sujet, mais est-ce que cette évolution, comment toi tu l'as vécue, et comment avec ton expérience et le fait d'être engagé dans beaucoup d'instances, comment tu vois qu'elle évolue dans les différentes entreprises et au sein des cabinets? Moi, je pense que d'abord, on n'a pas le choix. Je dis tout à l'heure, c'est un train, il faut pas le louper. Ouais. On n'a pas le choix, mais je suis pas inquiet. La profession le prend, ce train. La profession a toujours été à la pointe des évolutions technologiques. Moi, j'ai vécu l'arrivée de la mini-informatique dans les cabinets. Ça a été une révolution formidable. Jusque-là, on avait des bordereaux de saisie qui partaient le soir en télécommunication, et on recevait les éditions papier 2 jours après. Les plus anciens s'en rappelleront de CCMC. Et puis quand la mini-informatique est arrivée, ça a été une libération formidable. Et la profession a toujours participé à ces évolutions parce qu'elle s'adapte. Et c'est une profession formidable qui est au cœur de la société, qui se doit d'être à la pointe, parce que il s'agit ensuite de mettre en place les technologies chez nos clients, dans les entreprises. Petite anecdote, je me rappelle quand je me suis installé, j'avais un fax.
j'avais des clients qui venaient passer les fax chez moi parce que ils s'en avaient pas encore, quoi. Ça me faisait rire, Mais donc les experts comptables se doivent d'être toujours, j'ai envie de dire en avance. En tout cas, il faut pas être les derniers. Et donc oui, il y a des. Alors c'est pas des réticences, il y a des peurs. La réticence, c'est parce que quelques confrères et consoeurs parfois ont peur de ne pas bien dominer la matière et de se laisser dépasser. Mais c'est un cap à passer. Moi, je suis pas inquiet. La profession sera au rendez-vous de cette transformation. Et alors, ça dépend beaucoup de nos fournisseurs, les éditeurs de la profession qui nous mettent les outils dans les mains. Mais il n'empêche que la dématérialisation qui est engagée dans notre société concerne directement les experts comptables, et nous devons d'être les accompagnateurs des entreprises sur ce sujet. Donc moi je vais plus loin là quand tu parles de l'avenir de la profession et de son évolution. Moi je dis la transformation digitale de nos clients, elle nous concerne. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, c'était en 2018. Celui-là, il était préfacé par Mounir Majoubi à l'époque, secrétaire d'État. Il sera peut-être président dans 2 ans, on sait pas. On va savoir qui sera président. de quoi on parle. Mais donc, oui, je pense que les experts comptables doivent porter le sujet. Ce n'est pas que de la techno, ce n'est pas que de la tuyauterie, c'est une culture différente, c'est une mentalité différente, et je suis convaincu que la profession va savoir jouer tout son rôle, et c'est ce qui va lui redonner de la vigueur, parce que la matière comptable a quand même perdu beaucoup de son impact, on va dire, en termes de notabilité. C'est plus que c'était en 1945, la date de notre ordonnance, c'est les fonds baptismaux de la profession. Et aujourd'hui, il faut savoir s'adapter à cette évolution, et ça passe par la technologie. Mais je suis pas inquiet, on va savoir faire. Allez, juste pour citer ton deuxième livre, quand même, c'est la transformation digitale des PME. Voilà, comme ça, les personnes qui nous écoutent auront toutes les informations. Tu t'as dit, dans la réponse que tu viens de donner, la profession sera au rendez-vous. Justement, tu viens de parler un petit peu d'avenir, mais pour toi, c'est à partir de quel moment qu'elle le sera? Alors, je dis bien aussi bien dans le temps qu'en termes voilà techniques, j'ai envie de dire, et sur le terrain, quoi. Je mets pas ça avec une date pour dire 1er janvier de l'année X, on sera là. Non, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. C'est tous les jours. Alors je disais tout à l'heure, ça dépend quand même beaucoup des produits. Mais c'est pas que ça. Qualité. Et oui. Ceux de Willy. Et plein d'autres. Mais c'est une profession qui est en perpétuelle évolution. Donc moi, quand je dis elle sera au rendez-vous, je veux dire que on ne va pas disparaître, parce que j'ai des fois cette question stupide. Alors il y aura plus de comptables, donc il y aura plus d'experts comptables. Bon, bien sûr que si, il y aura des experts comptables. La comptabilité va se dématérialiser, mais la comptabilité ne va pas disparaître, et la comptabilité se fera d'une autre façon. Voilà, c'est tout. Et nous serons toujours à la manœuvre. Il faudra peut-être avoir d'autres compétences au sein des cabinets pour veiller sur la façon dont l'information est gérée et comment elle est restituée, mais on sera toujours présent. Donc il y a une évolution très forte, elle est profonde là en ce moment dans le métier, mais ce n'est pas une remise en cause du rôle de l'expert comptable, c'est une remise en cause de sa façon de travailler. Et ça concerne beaucoup nos collaborateurs qu'il faut savoir accompagner et faire évoluer dans leur technique. Totalement. Parfait. On arrive un peu à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder et dont on n'a pas encore parlé, avant que je te pose quelques questions, comme je dis, tac au tac? Que dire? Non, c'est que moi, ce qui me semble essentiel pour parler de cette profession, c'est de parler de son implication dans la société, et le rôle important qu'elle joue auprès des dirigeants de notre pays. Alors, c'est pas que notre pays. Il se trouve que la France a un modèle qui est quand même très singulier, avec cette tutelle. Alors, quand on va expliquer ça à un étranger, il faut s'y approcher.
que l'on dépende du ministère de l'économie de cette façon est très surprenant, mais je pense que ça a tout son sens et que cette réglementation qui nous caractérise, certainement qu'elle doit évoluer pour s'adapter à l'économie d'aujourd'hui, mais elle a du sens à un moment où, et on l'a vu avec la crise du Covid, quand il y a des vraies difficultés sur le plan économique, le réflexe de tout le monde, c'est de se retourner vers qui? Vers l'État. Et on a besoin de cette force publique. Et le modèle français, c'est un modèle qui est quelque part un équilibre entre l'économie privée, donc le libéralisme, et l'économie dirigée. Donc il y a, je vais pas dire un juste milieu, mais il y a deux forces qui sont conjuguées. Et le schéma de l'expertise comptable en est un exemple. Donc il y a une notion d'intérêt général qui est très forte dans notre profession, avec des règles d'éthique à respecter, avec une discipline, etc. Mais tout en étant des acteurs de l'économie de marché et en étant des acteurs libéraux. Donc c'est pas du libéralisme sauvage, mais c'est du libéralisme contrôlé, je sais pas comment il faut dire. Et ça, je pense que c'est un bon modèle. Et moi, j'ai confiance dans l'évolution de ce modèle pour peut-être même servir de référence à d'autres. Et c'est un de mes engagements à l'échelle européenne pour parler de ce modèle, parce que il faut pas penser de l'Europe que c'est un modèle de libéralisme sauvage. C'est pas du tout ça. La libre circulation à l'intérieur du marché unique, ça veut pas dire système libertaire, c'est pas ça. Il y a de la réglementation en Europe et ce modèle français peut inspirer. Donc ça veut dire une relation forte avec les dirigeants du pays. Et moi, je me suis régalé de l'échange que j'avais eu quand j'étais président de l'ordre avec le ministre Bercy, à l'époque c'était Macron. Et dans sa loi Macron, j'avais réussi à faire passer pas mal de choses. Quand on a la chance d'avoir des dirigeants qui sont des réformateurs, qui vont de l'avant, qui veulent faire bouger les choses, il faut se mettre dans cette dynamique. Et c'est ce que je propose, moi, c'est ce que je pense que doit faire notre profession aujourd'hui. Il faut pas hésiter à s'engager sur une voie d'évolution et de réforme et de remise en cause. Okay. Donc voilà ce qui nous attend. Ça marche. Alors, on va terminer cet échange, comme je te disais, avec un petit questionnaire. Donc, tu auras deux choix. Je vais te demander deux options. Je te demande d'en choisir qu'une seule et de pas forcément dire pourquoi tu l'as choisi, tout simplement. C'est bon ? Allez. Expert ou comptable ? Alors, tu ne veux pas d'explication. Alors, c'est expert, évidemment. Expert. Non, pourquoi ? Parce que je rigole, parce que quand j'étais président de l'ordre, j'avais ma formule, je la disais plusieurs fois par jour, c'est de plus en plus expert et de moins en moins comptable. Ok, d'accord. Donc, expert, bien sûr. Papier ou digital ? Devine. Digital, évidemment, avec tout ce que je fais, tout ce que je porte. Oui, digital. D'accord. Visio ou présentiel ? Alors ça, c'est le Covid qui est passé par là. Pour moi, c'est difficile de. Non, c'est les deux, mon général. Les deux, parce qu'on peut pas faire. Bon, aujourd'hui, on est obligé d'aller sur la visio, bien sûr, mais ça suffit pas. On est en manque. C'est ça. On a besoin de voir du monde. Donc il faut savoir évoluer dans nos façons de vivre et de nous sociabiliser, mais donc il faut mettre de la techno et de la visio. Mais quand même, un bon repas entre amis, ça se remplace pas. Des chiffres ou des lettres ? Alors moi, je suis l'exemple des deux, là aussi, parce que j'avais commencé par des études de lettres. J'ai pas tout dit, mais et je suis même académicien puisque je suis membre de l'académie de Béarn. Donc, je pense qu'il faut savoir trouver le bon équilibre entre les deux. Et les lettres viennent expliquer les chiffres. Donc, il y a un complément évident entre les deux. Ok, bon, alors je valide les deux, ça va. Le mois le plus chaud de l'année, août ou janvier ? Ni l'un ni l'autre. D'accord. C'est lequel alors ? Le mois le plus chaud pour des experts comptables, c'est le mois d'avril en général. C'est le mois des déclarations fiscales. C'est avril ou mai, enfin, c'est plutôt. Mais il y a des chaleurs qui sont des surchauffes. C'est ça. Ouais. Exercice comptable ou exercice physique ? Je fais pas bien
la nuance entre les deux. Mais bon, l'exercice comptable, ça a l'inconvénient de penser que l'on doit tout compter. Or, moi, je pense que ce qui compte dans la vie ne se compte pas forcément. Ça, c'est pour un expert comptable, c'est pas facile à dire. Mais par contre, tout basé sur l'exercice physique, non. Donc là aussi. Alors pour l'exercice physique, c'était plutôt sur le sport pour le coup. Mais oui, je comprends. Oui, d'accord. Okay. Donc ça peut pas être que de l'exercice physique. Donc bon, ça marche. Ouais, il en faut tous les jours. Et ça, les médecins nous le disent. Ouais. Ça marche. National ou international? International. Moi, je suis un fédérateur et je pense qu'il faut savoir aller vers non pas une suppression des frontières, mais une évolution des modèles pour aller vers un régime qui soit plutôt plus fédéral, si on parle de l'Europe, mais même aujourd'hui à l'échelle globale. Donc résolument international. Action ou réaction? Action. La réaction, c'est toujours par on arrive trop tard. Il y a déjà quelque chose qui s'est passé qui fait réagir. Alors qu'action, comme je parlais tout à l'heure de feuille blanche, on porte un projet, on va de l'avant et on construit. Donc action. Parfait. Pau, Paris ou Barcelone? Là aussi, je vais dire les deux en général. Bon, alors pour moi aussi, c'est un équilibre. Je suis très heureux de ma ville de province et j'ai la chance de vivre à la campagne entre guillemets, sur des coteaux face aux Pyrénées, c'est merveilleux. Mais de l'autre côté, j'ai besoin aussi du speed de la ville, de ce qui s'y passe, de ce stress. On a besoin d'une petite dose de stress. Par contre, revenir les week-ends au calme, ça fait du bien. Donc, trouver un bon équilibre. C'est ça, c'est une question d'équilibre. Et enfin, évolution ou révolution? Alors, évolution. Évolution, parce que dans la révolution, il y a de la révolte, il y a de la violence, et ça, notre société en a trop. Donc, évolution, parce que ça se fait dans un mouvement qui doit être naturel. Quand je dis tout à l'heure, tout change. Là, vous avez il y a la réponse à cette question. Hein. C'est ça. C'est une évolution qui doit être naturelle, qu'il ne faut pas freiner, qu'il faut porter. Et moi, je suis un être évolutif. Ça marche, c'est noté. Philippe, merci beaucoup pour cet échange et pour ton temps. C'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Et merci à toi, Théo, et à ta disposition pour tout ce qu'on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a encore quelques sujets pour aborder, effectivement. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de WeLib espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir de recevoir Sandrine Cohen-Solal, avec qui nous parlerons de numérique, de capital humain, et à travers ses expériences en entreprise, elle nous dira comment on s'adapte aux évolutions du secteur.